Donc, je vous présente Paolo. Et Bertrand, tout le monde le connaît, mais il est là, attendez. Voilà. Paulo Freire a été ma première référence lorsque j'ai commencé à participer à l'éducation des adultes. Une référence qui a provoqué beaucoup d'admiration, énormément, et en même temps d'inquiétude. Et c'est pourquoi avoir à dialoguer aujourd'hui avec lui, et en public, encore ça aurait été tous les deux seuls, ça irait peut-être, le faire en public n'est pas un privilège. C'est extrêmement difficile, et je vais vous expliquer pourquoi. Paulo Freire a été, et vous l'avez bien entendu, successivement, un éducateur pour et par la Révolution. L'aspect politique, au sens le plus profond du terme, a été et reste son axe de vie. Après avoir d'abord agi beaucoup, puis écrit beaucoup et pensé beaucoup, il est devenu l'acteur politique dont il vient de vous parler longuement, et il a, avec une cohérence et une fidélité extraordinaire à ses principes, essayé d'appliquer ce qu'il avait fait dans son action politique globale. Je n'ai jamais été rien de tout cela. Et je ne voudrais pas ici être modeste, et surtout de la fausse modestie, car dans le livre que je viens de lire avec passion, à juste titre, Paulo Freire dit des choses terribles sur la fausse modestie. Je ne suis pas modeste. Ça n'est pas là le problème. Je vais essayer cependant devant vous de voir quelles sont les différences, les limites de ce que beaucoup d'amis et moi nous avons essayé de faire, et en même temps les convergences. Et comme c'est une chose très difficile et que même encore tout à l'heure, je ne savais pas très bien ce que j'allais dire, j'ai travaillé pas mal cette nuit, je vais pour une fois être obligé de regarder mon papier pour ne pas trop me perdre. Je voudrais d'abord dire que lorsque j'ai commencé donc dans l'éducation des adultes, j'ai assez vite compris par une action collective dans les bassins miniers de l'Est avec les mineurs, j'ai compris très vite, c'était cependant une révolution culturelle pour moi avec ma formation d'ingénieur, qu'en définitive un adulte n'accepte de se former que s'il peut trouver une réponse à ses problèmes dans sa situation. Et que par conséquent, il est indispensable, si on veut arriver, être efficace, arriver à former des personnes, il faut partir de leurs, je ne vais pas dire besoins, je vais dire de leurs envies, ce qui est tout à fait différent. Et j'ai vite compris en essayant cela, les obstacles auxquels on se heurtait. Celui des formateurs d'abord, qui étaient pleins de bonne volonté, passionnés par l'innovation, et qui écoutaient avec un soin extraordinaire les envies de ces mineurs, et qui le lendemain faisaient leurs cours sur les contenus qu'ils avaient prévus à l'avance. J'ai compris vite les obstacles politiques. Par exemple, lorsque nous avons voulu introduire l'apprentissage de la lecture des journaux, nous avons naturellement pris comme journaux les journaux pris par ces travailleurs et qui étaient des journaux communistes. Et naturellement, inutile de vous dire que nous avons eu pas mal de problèmes. Nous en avons même eu lorsque nous avons essayé, pas seulement nous, mais dans d'autres actions collectives d'autres pays, des problèmes avec un contenu aussi neutre que celui de la coupe-couture pour les femmes. Pourquoi ? Parce que les femmes avaient envie de faire cette coupe-couture, d'abord pour être ensemble, pour parler ensemble, pour apprendre d'ailleurs quelque chose qui leur était utile dans leur vie. Le gouvernement nous a dit que ce n'était vraiment pas finançable. Nous avons eu des problèmes, par exemple, lorsque nous avons voulu introduire à la demande des femmes de mineurs une réflexion sur la vente de ces magasins qui venaient se vendre avec des petits camions et sur la pharmacie. Le lobby nous a immédiatement interdit de le faire. Et tout ça s'est terminé d'ailleurs par un jour, dans le compte-rendu du conseil d'administration, une phrase que je mettais, aujourd'hui ça paraît extraordinaire, c'était il n'y a pas tellement longtemps, où je mettais que les adultes devaient être les acteurs de leur formation et de leur projet de vie, et où on m'a divisé par 2 le budget, parce que c'était une réflexion digne de 1968, ce qui était d'ailleurs vrai. Bon. J'ai donc vu, en commençant déjà ces expériences, que je n'allais pas très loin, et que c'était déjà trop loin. Alors, quand j'utilise maintenant des termes, et je vais prendre toute une série d'exemples, des termes que j'ai lus et relus dans l'œuvre, dans le livre admirable, je prends tous ces termes et je dirais à chaque page, j'ai trouvé des termes en me disant, mais c'est pas vrai, c'est ce que je suis en train de faire. Et chaque fois, je me suis dit, non, c'est pas ce que je suis en train de faire. Alors, c'est ça que je vais essayer d'analyser devant vous. Quand j'utilise le terme prendre du recul par rapport à son vécu, où le savoir se crée,
Ce sont bien des expressions de Paulo Freire. Ce sont aussi les nôtres. Nous les utilisons tous les jours. Mais nous voyons bien que les limites de ce que nous faisons sont très éloignées dans la mesure où nous n'allons pas jusqu'à une formation politique. Quand, dans l'organisation des missions locales d'insertion des jeunes, nous avons refusé de résoudre les problèmes à la place des jeunes, lorsque nous avons refusé la dissociation entre la formation, l'emploi, le culturel, lorsque nous avons essayé d'introduire le culturel, nous sommes immédiatement opposés à la résistance de l'environnement qui nous disait « restez sérieux, parlez emploi, parlez formation ». Lorsqu'aujourd'hui je refuse ce que l'on appelle en France le tout formation, et je le refuse en effet parce que plus nous avançons et plus on constate que dès qu'il y a un problème, on répond formation. Je dis ça n'est pas vrai. Ce n'est pas parce que j'ai quelque chose contre la formation, c'est simplement parce que pour moi la formation n'est formation que si elle est liée à un projet qui vient de la personne et un projet de vie. Paulo Freire affirme par exemple que l'évaluation intellectuelle ne peut suffire et que la connaissance se crée. Comment ne serais-je pas d'accord avec lui? C'est ce que nous essayons de voir tous les jours. Que l'évaluation d'ailleurs, celle qui compte, est celle de la modalité de la création et par l'individu lui-même. C'est vrai, ces termes sont ceux de la démarche nouvelle qualification que nous prônons depuis des années, mais qui est une pédagogie du questionnement, autre formule de Paulo, ou de remise en cause. Une pédagogie qui est une expression que nous avons, mais jusqu'où va-t-elle? Et nous n'allons jamais naturellement jusqu'à la formation politique, car si nous y allions dans une entreprise, nous serions vite éliminés et la mitrailleuse nous attend. Le questionnement et cette remise en cause, nous la souhaitons pour libérer, mais nous savons quelle en est la limite. Et cette limite, c'est dans l'acceptable et dans l'accepter et dans le refuser de l'environnement. Quand dans une opération de formation des ouvriers à la chaîne, comme la mission Nouvelle Qualification en mène une depuis plusieurs années, nous essayons de permettre aux ouvriers de réfléchir, de prendre du recul par rapport à ce qu'ils font, à leurs tâches quotidiennes, de prendre de la distance, de se forger eux-mêmes des méthodes pour appréhender les problèmes. Nous savons très bien que nous pouvons aller très loin, que c'est une forme de libération, mais nous ne pouvons pas aller aussi loin que le souhaite, je pense, Paulo Freire et que nous le souhaitons nous-mêmes. Quand je refuse la dissociation, et j'ai été très heureux de voir tout ce paragraphe de Paulo, quand je refuse les dissociations qui sont extrêmement graves sur pratique, théorie, formation professionnelle, formation générale, travail manuel, travail intellectuel, je suis très proche de Paulo Freire, et c'est vrai, quand lui prend les mots pour aider à réfléchir et à faire la révolution, et que nous prenons non pas les mots, mais les actes ou les gestes, c'est une différence importante. Est-ce que nous sommes proches ou est-ce que nous sommes éloignés de lui? Quand il exprime la volonté de montrer que les gens doivent être respectés, et que moi je cherche, et c'est aujourd'hui une de mes volontés les plus farouches, à montrer que les jeunes les plus défavorisés, que les adultes de faible niveau savent beaucoup plus de choses qu'on ne le dit, qu'on ne le pense, qu'ils ne le disent eux-mêmes et qu'ils ne le pensent eux-mêmes. Quand nous disons dans nos opérations que nous voulons montrer que ces gens peuvent apprendre, si on les responsabilise et donc on les respecte, nous sommes bien proches de Paulo Freire, et cependant, sommes-nous proches ou sommes-nous éloignés? Quand dans des opérations menées par Moderniser sans exclure, nous essayons d'automédiatiser les jeunes, c'est-à-dire de leur donner des appareils et de leur permettre de se filmer et de montrer aux adultes ce qu'ils font, et qu'ensuite nous le montrons aux adultes, nous sommes encore proches à la fois par le développement d'expressions verbales et corporelles et la contestation que nous introduisons. Sommes-nous proches ou sommes-nous encore éloignés? Et quand enfin, je parle de la place qui est pour moi l'élément capital. Il faut qu'un jeune ou un adulte, les défavorisés, je ne les appelle d'ailleurs pas des bas niveaux de qualification, mais des bas niveaux de motivation, ce qui est pour moi totalement différent. Quand nous voulons que ces gens aient une place, qu'ils voient cette place, que cette place soit reconnue, sommes-nous encore proches ou sommes-nous encore éloignés de Paulo Freire? Alors je voudrais pour terminer dire ceci. La démarche de Paulo Freire m'a toujours, je le répète, fasciné. Je pense qu'aujourd'hui elle est à la fois plus importante que jamais étant donné les événements. Elle est peut-être plus appliquée ou essayer d'être appliquée sur le plan local, mais peut-être alors je suis pessimiste et peut-être parce que j'ai 73 ans, c'est-à-dire un petit peu plus que Paulo, je commence à être un peu usé, mais je me demande dans quelle mesure il n'est pas plus difficile que jamais aujourd'hui d'arriver à appliquer toutes ces choses. Merci Bertrand.
Bon, on met à côté. Bon, ça va. Bon, alors, Paolo, peut-être, oui, tu souhaites poser une question à Bertrand? Non, une question. Non, une question. Une remarque? Il y a peut-être. Non, En portugais, falando, en brésilien. je ne parle pas français, pardonnez-moi. Et j'étais conditionné. Non, o que eu queria, Je voudrais dire combien je suis heureux de me retrouver dans l'analyse de Bertrand. Tout comme lui, je pense que l'école n'est pas une communauté spécifique, autonome, coupée du monde. L'école, c'est un espace-temps dans lequel les institutions pédagogiques, les institutions de socialisation, l'école, la famille, la ville, le quartier, devraient être ensemble à l'ouvrage dans l'intérêt de l'enfant, de l'adolescent ou de l'adulte qui apprend. C'est cela mon expérience actuelle à Sao Paulo. Nous avons organisé récemment le premier congrès des parents. Dans chaque école, les parents sont présents et participent à l'élaboration des décisions. C'est nouveau. Il faut savoir qu'à Sao Paulo, il y a 732 écoles municipales réparties en 10 districts que nous appelons noyaux. Cette structure ne change pas la tâche des éducateurs. Les noyaux fonctionnent comme des lieux d'initiative pour l'éducation. Pour chacun de ces noyaux, il y a à peu près 70 conseils d'école où l'on trouve la direction, les enseignants, les parents qui s'impliquent dans le pilotage des écoles. Hier, Bertrand me disait « Tu as raison de vouloir former des éducateurs, instituteurs et autres professeurs. Mais est-ce que tu y arrives ? Est-ce que tu ne te heurtes pas à des résistances ? Bien sûr que si. Surtout chez nous, au Brésil, il y a une tradition autoritaire. Et cette tradition autoritaire crée des obstacles dans les chemins que nous avons choisis pour bâtir la démocratie. Et 2 années ne suffisent pas pour retourner une situation comme celle que nous connaissons, une situation ancrée dans l'histoire du pays. 5 siècles déjà, une société autoritaire, raciste et machiste. Il nous faudra du temps. Mais si on ne le fait pas aujourd'hui, les générations futures en souffriront et je ne le souhaite pas, je n'en veux pas. Il nous faut avoir le courage d'aborder ce problème de la démocratie avec tous les savoirs qui sont les nôtres, mais aussi tous les savoirs que nous ne possédons pas. Mais au-delà des savoirs, il nous faut du goût, du désir, de la volonté pour le faire. Il nous faut du courage. Il nous faut assumer cette lourde charge, installer la démocratie, les jeux de la démocratie dans les espaces de l'école, districts et autres. Cet espace démocratique va nous amener à générer des savoirs, comme je l'ai dit, à les mobiliser, mais aussi à en produire des nouveaux. La démocratie, ça n'est pas uniquement l'exercice du pouvoir partagé, c'est aussi l'échange des savoirs. Tout cela est dialectique, au fond. Il nous faut à la fois du rêve, de la pratique et des savoirs. Il ne s'agit pas de produire au sein des écoles ou des conseils d'école des discours sur la liberté au Brésil telle qu'elle devrait être. Non, cela ne suffit pas, cela ne sera pas productif. Il nous faut faire des expériences, faire l'expérience des libertés démocratiques, avoir le courage de le faire et par ce moyen-là, de nous donner encore plus de dynamisme, plus de courage, pour me répéter, car la prise de risque, la volonté de bâtir un juste fonctionnement démocratique des écoles va nous aider à mieux vivre comme citoyens du Brésil. Il ne faut pas avoir peur de nous exposer, ça c'est important.
il nous faut du courage. Je me répète, je sais bien, mais c'est important pour nous Brésiliens d'afficher cette volonté, et cela n'est pas facile. Récemment, je me suis exposé, lors d'un exposé, devant 4000 éducateurs. Et j'ai été hué, non pas parce qu'ils m'en voulaient, mais parce qu'ils attendaient quelqu'un d'autre, un politique que je représentais et qui n'est pas venu. Je suis resté. J'ai fait silence. Je les ai écoutés. On ne se prépare pas à ce type d'expérience. On n'a pas toutes les explications pour comprendre ce qui s'est passé. Mais ce qu'il nous faut faire, c'est prendre des initiatives, nous risquer, à partir de toutes les situations, même les plus ordinaires. La participation aux instances qui gèrent l'école est une bonne plateforme d'expérience. La présence des familles dans les conseils d'école, leur participation à l'élaboration des décisions concernant l'éducation des enfants est pour moi quelque chose de très important. Bien plus important que les beaux discours que certains prononcent sur la vie démocratique. Voilà ce que nous avons fait, c'est cela notre histoire.